Entendu, merci beaucoup. Puis donc merci pour cette, invitation dans ce colloque. Alors je vais partager mon écran. Je ne vais pas prendre un exemple d'exposition professionnelle car ce n'est pas mon domaine de recherche, mais, je vais vous montrer le travail d'évaluation des risques sanitaires que l'on a fait sur des expositions, résidentielles. Donc, au domicile, liées à des expositions composés organiques, semi-volatiles. Et puis, l'intérêt qu'on a trouvé à avoir une évaluation des risques cumulés, mais aussi les défis que cela posait, parce que, cela peut être il peut y avoir des points communs avec une démarche similaire qui serait menée sur, les expositions à ces composés semi-volatiles sur le lieu de travail. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'y est intéressé? Alors attendez, voilà, ça y est. Pourquoi est-ce qu'on s'y est intéressé, pour la population générale? Eh bien, c'est parce que, il y a eu pas mal de progrès en chimie analytique, vous en avez déjà parlé et on a vu qu'il y avait pas mal de ces composés qui étaient présents dans les habitats. Par exemple, des plastifiants comme les phtalates ou les bisphénols sont présents dans les revêtements de sol. Il y a également des émissions d'hydrocarbures aromatiques, polycycliques, notamment lorsqu'on fait de la cuisine. Un certain nombre de mobiliers dits rembourrés, comme les canapés, sont traités, par des revêtements, anti-taches et des composés, perfluorés, mais également sont traités contre les départs de feu avec des retardateurs de flammes qui sont également des composés semi-volatiles et on peut également retrouver des plastifiants dans les peintures et les tapis peuvent également être traités contre les acariens, par exemple, par des pesticides. De par, leur semi-volatilité, donc ils sont volatiles, mais pas trop, donc ils se volatilisent, puis ils peuvent se recondenser comme, l'a indiqué l'intervenant précédent, si bien qu'on en trouve dans l'air, mais également sur les surfaces sous forme, condensée et donc, les populations peuvent être exposées à l'intérieur du domicile, comme ailleurs, par, inhalation de la phase gazeuse et de la phase particulière de l'air, par contact cutané notamment avec la phase gazeuse de l'air, mais également par ingestion, notamment de poussière, par portage, main-bouche des poussières après un contact, main surface. Et puis, dans la littérature, on trouve des éléments sur le fait que ces retardateurs de flammes, ces plastifiants, ces phtalates pourraient avoir des effets toxiques, communs sur la santé. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question de quels étaient les risques, associés à ces composés, semi-volatiles présents dans l'air et sur les surfaces des logements. Et nous avons pris comme cas des comme exemple, la France. Alors, nous avons commencé par calculer les doses, d'exposition des populations à ces composés, semi-volatiles à partir de jeux de données que l'on avait sur la contamination des logements. Donc, ce qu'on a mesuré, c'était notamment les poussières et donc la phase condensée dans les poussières et ensuite par modélisation, connaissant les paramètres physico-chimiques, on en a déduit ce qu'il y avait dans la phase gazeuse. Donc à partir soit des concentrations en COSV dans les poussières, soit à partir des concentrations en COSV dans la phase particulière de l'air, on a déduit la phase gazeuse. Donc ça nous permettait d'avoir, la distribution des concentrations dans ces 3 phases et nous avons, également utilisé des distributions de facteurs humains d'exposition comme par exemple, le volume respiratoire, la quantité de poussière ingérée pour, différentes populations et différentes tranches d'âge. Donc nous avons fait des simulations dites de Monte-Carlo pour combiner toutes ces distributions et estimer la distribution donc des expositions par ingestion de poussière,
par inhalation d'air, phase gazeuse et phase particulière, également par contact cutané avec la phase gazeuse de l'air. Et donc ça nous a donné, composé par composé, la distribution des concentrations, et ce donc pour des tranches d'âge de 6 mois à 20 ans, et même plus. Donc voici un exemple de résultat, donc de doses agrégées selon ces multiples voies d'exposition pour 32 composés semi-volatiles qu'on a étudiés pour un enfant de 3 ans. Donc ça, c'est un extrait des résultats. Donc ici, si on prend celui-là par exemple, donc c'est un box plot avec donc la moitié des observations comprises dans ce rectangle, et là sont indiquées, ce sont les extrémités, le percentile 5, le percentile 95. Donc on voit qu'on a une assez grande diversité des doses d'exposition. Et pour information, donc ce sont des phtalates, donc des plastifiants, qui exposent le plus cette population avec des doses de l'ordre d'une centaine de nanogrammes par kilo et par jour. Si on s'intéresse maintenant aux différentes voies d'exposition, eh bien, c'est très lié aux caractéristiques physico-chimiques des polluants. Alors, sans rentrer dans les détails, on voit, donc là, on a polluant par polluant en abscisse, on voit qu'on a des voies d'exposition qui sont indiquées par des couleurs différentes qui diffèrent selon les composés. Par exemple, celui-ci, c'est l'ingestion de poussière qui est la voie d'exposition principale, alors que pour d'autres qui sont plus volatiles, eh bien, on a une contribution essentiellement soit par contact cutané et par inhalation d'air. Donc ça confirme l'intérêt de s'intéresser à différentes voies d'exposition lorsque l'on parle de composés semi-volatiles. Ensuite, nous sommes passés à la partie risque, et nous avons fait 3 niveaux d'évaluation des risques. Euh, en reprenant la démarche itérative proposée par Mick et al., en allant à une échelle biologique de plus en plus fine. Nous avons tout d'abord fait une évaluation des risques simples pour chaque composé en comparant l'exposition au seuil de toxicité. Ensuite, une évaluation des risques cumulés dite de niveau 1 pour des mélanges de composés ayant un effet toxique commun. Et ensuite, nous avons fait une évaluation des risques plus poussée pour des composés qui avaient également des mécanismes d'action communs. Donc, si j'illustre ça différemment, donc le niveau assez rudimentaire, donc de comparer une exposition à la valeur toxicologique de référence, ça on a pu le faire pour chaque composé. Nous avons recalculé des valeurs toxicologiques de référence avec un même point de départ toxicologique pour tous les composés qui avaient un effet commun. Lorsque le mécanisme d'action était commun, donc nous sommes allés un petit peu plus loin et nous avons travaillé avec ce qu'on appelle des facteurs d'équivalence toxiques, qui sont en fait le rapport des pentes des relations dose-réponse des différents composés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ce sont des méthodes qui sont complémentaires en allant de la plus rustique à la plus perfectionnée, mais qui, bien sûr, demandent davantage de données. Les résultats, donc sans rentrer dans les détails, parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, on voit qu'on a des effets qui déjà ont des niveaux de preuve un petit peu différents. Certains sont avérés chez l'homme, d'autres sont avérés chez l'animal, suspectés chez l'homme. Et pour certains, donc c'est juste une suspicion, donc si on regarde le graphe dans la dimension du niveau de preuve de l'effet. Si on regarde maintenant le graphe dans cette dimension-là,
avec les indicateurs de risque, sachant que quand on dépasse 1, eh bien, ça veut dire que l'exposition est supérieure à la valeur toxicologique de référence. On voit qu'on a des effets sur la reproduction, des effets sur le développement. Et puis là, les petites pastilles rouges, ça indique le niveau d'évaluation des risques sanitaires qui a permis d'utiliser ce résultat. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Parce que si on se prive de la possibilité de faire une évaluation des risques cumulés, on a un certain nombre de résultats qui disparaissent et on ne voit pas, il y a à peu près la moitié des résultats que l'on n'aurait pas pu mettre en évidence si on n'avait pas tenu compte du cumul de doses et des cumuls de risques. Donc ça veut bien dire que voilà, ça apporte un plus d'avoir une approche cumulée des risques, en tout cas sur cet exemple. Donc, un certain nombre d'intérêts, mais aussi un certain nombre de défis à cette prise en compte cumulée des risques. Donc, tout d'abord, la multi-exposition aux composés organiques semi-volatiles existe. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. On a pu le voir avec donc des doses d'exposition euh, qui sont non nulles pour un grand nombre de composés que l'on retrouve dans nos habitats. Ces composés organiques semi-volatiles, même s'ils sont de familles chimiques différentes, parce qu'il y a des polybromés, il y a des phtalates, il y a des HAP, eh bien, ils ont des effets toxiques communs, à la fois sur la reproduction et sur le neurodéveloppement. Mais heureusement, donc, les méthodes de cumul des doses et de cumul des risques existent, et l'application de ces méthodes eh bien, apporte un gain d'information pour la caractérisation des risques sanitaires et donc pour la détermination de prévention. Donc oui, ça a un intérêt. Maintenant, il y a un certain nombre de difficultés qui sont liées d'une part au fait que ces composés organiques semi-volatiles, eh bien, comme le disait l'intervenant précédent, enfin, pour certains, ils sont majoritaires dans une phase et pour d'autres majoritaires dans une autre, selon leur coefficient de partage octanol-R. Et lorsqu'on est dans ces deux extrêmes, eh bien, on peut négliger une phase par rapport à l'autre, pardon. Par contre, lorsqu'on est dans la gamme un petit peu intermédiaire des KOA, compris à peu près entre 8 et 12, eh bien, on a pas forcément un équilibre des phases, mais on ne peut pas négliger une phase par rapport à une autre, et donc une voie d'exposition par rapport à une autre. Et par contre, comme on est quand même sur des quantités qui sont assez faibles, des concentrations assez faibles de l'environnement, eh bien, on peut avoir des difficultés soit de mesure, et on peut avoir des difficultés de mesure, et donc on doit avoir parfois recours à la modélisation pour une phase que l'on ne peut pas mesurer, et ça engendre parfois un petit peu d'incertitude. Donc ça, c'est voilà, pour la partie exposition, donc des difficultés à mesurer des concentrations qui parfois sont faibles et ne peuvent être négligées. Et puis, il y a également un défi au niveau de l'évaluation des risques cumulés. Donc, on a un petit peu un compromis à faire entre la précision de l'évaluation des risques et sa complétude. Ça, je l'indiquais tout à l'heure, si on veut utiliser la balance de précision, à savoir les facteurs d'équivalence toxique, eh bien, on a besoin de pas mal d'informations sur la toxicité des composés, et donc ça restreint un petit peu le champ d'application. On ne va pas pouvoir l'appliquer à tous les composés. Alors que si on emploie une méthode simple, eh bien, on a besoin de moins de données, et on va pouvoir inclure davantage de composés dans notre évaluation. Donc pour l'exemple, vous voyez Madame Millon qui a regardé sa montre, mais je vous rassure, c'est mon avant-dernière diapositive. Nous nous étions intéressés au début à 50 composés semi-volatiles. Parmi ces 50 composés, il y en avait 23 qui étaient reprotoxiques et sur lesquels on a pu faire une évaluation des risques simples composé par composé. Maintenant, si on voulait faire une évaluation des risques plus poussée,
en utilisant des facteurs d'équivalence toxique de la baisse de la testostérone, eh bien, on ne pouvait inclure que 18 composés dans notre évaluation. Donc voilà, on a ce compromis à trouver. C'est pas facile à faire. Et donc, en conclusion, je voudrais terminer en vous disant voilà, que voilà, la multi-exposition et son traitement en évaluation des risques sanitaire est un champ de recherche actif, et notamment toutes les recherches sur dites exposomiques, donc sur la caractérisation de l'exposome, et puis des tests haut débit sur la toxicité d'un grand nombre de substances pour identifier celles qui sont les plus problématiques. Donc ça, c'est la recherche, et les résultats sont pas attendus quand même pour tout de suite dans une optique de prévention. Par contre, on en sait déjà suffisamment pour agir avec les méthodes d'évaluation des risques classiques qui, pour l'instant, sont basées sur l'additivité des doses et des risques. Donc, on sait que c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, de mon point de vue et du point de vue de pas mal d'organismes et sociétés savantes, mieux vaut utiliser des méthodes simples pour cumuler les risques plutôt que de ne rien faire, ce qui reviendrait à considérer que cette multi-exposition n'existe pas, et on a vu sur cet exemple que ce serait faux. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention.